qui ouvre énormément de possibilités pour toutes les générations, c'est vrai. Mais maintenant que vous êtes arrivé à avoir cette plateforme ensemble, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme accomplissement dans les années qui viennent, comme participation, comme pont jeté entre les musées, entre les continents? Vous qui êtes sur le terrain, là, vous avez déjà fait énormément de pas. Quels sont vos grands rêves maintenant? Moi, j'avoue, j'aimerais bien tester un certain nombre d'ateliers pédagogiques. On a commencé tout juste au musée Calvé et on attend les premiers résultats. Mais les étudiants, là, j'ai encore reçu un mail du musée aujourd'hui. C'est vraiment, c'est pas un énorme musée. C'est en plus l'association des amis du musée qui a fait un effort pour financer ça. Et ils étaient ravis de la façon dont la plateforme était facile à utiliser pour eux. Donc j'aimerais bien voir les résultats qu'on va avoir en cours. Et j'aimerais bien réussir à voir comment des publics, pas forcément d'institutions culturelles, peuvent réussir à être accrochés dans la culture par ce wagon un petit peu d'une plateforme et d'un mobile qui va les attirer vers une autre façon de voir les choses. Donc vraiment un aspect là présentement par les publics. Et ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de réussir à faire des parcours croisés entre institutions ou des institutions hors les murs. Parce que là, comme on a une plateforme qui peut être mondiale, on a beau avoir un musée Picasso à Paris, l'œuvre de Picasso, il y en a au MoMA, il y en a pas mal partout, à moins d'être expert et puis décider d'aller vraiment en profondeur sur les blogs, lire des articles sur Picasso, tout ça. Là, pouvoir suivre un parcours un peu mondial, une interconnexion muséale, et pourquoi pas même avec des musées voisins, plus proches, pour suivre une visite thématique, je dirais, dans Paris, ça pourrait être vraiment super intéressant. Voilà. Justement, c'était sur la question des publics. Est-ce que lors des expérimentations que vous avez fait au Louvre ou ailleurs, effectivement, avec les écoles, etc., vous pensez que ce type d'interface peut générer de nouveaux publics? Comment vous le voyez ça, ou vous l'avez testé? Moi, je pense que vraiment ça peut fonctionner, parce que c'est vrai que les étudiants, là je repense à l'expérimentation qu'on a eu au Louvre en l'occurrence, on est quand même un petit peu allé les chercher. C'était des étudiants, parce que donc David Edwards a une fondation à Boston qui s'appelle la Cloud Foundation et qui aide des enfants, des adolescents de milieux vraiment très défavorisés des banlieues de Boston à avoir des pratiques culturelles qui vont de la pratique aussi de la création d'une expo et la création des programmes, donc vraiment tout un aspect en soi, je suis la petite institution et je fais un travail de curateur. Donc on est quand même allé, c'est des enfants qui viennent vraiment de loin, mais quand je dis de loin, c'est les banlieues américaines, c'est pas les banlieues françaises, bien qu'on ait notre lot. Et on les a vus travailler pendant 6 mois, les faire différentes recherches sur Internet. Il y en a qui sont partis, je me rappelle, une jeune fille qui a pris tous les tableaux de la Vierge qui avaient au premier étage du musée du Louvre, qui a fait un parcours sur la mode à partir de la Vierge. N'empêche qu'elle a regardé tous ces tableaux, elle a étudié les choses. C'est un premier pas, c'est un premier rapport et regard sur l'œuvre qui me paraît intéressant. Mais ils sont partis de la campagne de Barack Obama, qui ont retrouvé ça vraiment par humour à partir de l'iconographie. On a vraiment vu, on n'en a pas fait des milliers, mais on a vu des gens qui n'avaient jamais mis le pied dans un musée, des jeunes, faire des recherches. Et je pense que c'est vrai, on les voit, tout le monde dans le métro avec son téléphone mobile. C'est vraiment un outil aussi de paraître valorisant pour l'individu, de pouvoir voir son commentaire. Je pense qu'en termes de travail scolaire, de permettre d'avoir une visibilité de la rédaction qu'on a fait auprès de ses amis, auprès de ses proches, je pense que ça peut valoriser un certain nombre de jeunes. Voilà. Ce que vous en pensez. Moi, je ne vais pas dire grand-chose, mais c'est évidemment un enjeu déterminant, ouvert par une expérience comme Mustrek et d'autres, de captation, fidélisation de publics qui, a priori, sont plutôt rebutés par ces lieux
l'impression comme très institutionnel, où il est nécessaire d'être doté d'un bagage culturel tel pour comprendre quelque chose que c'est un peu excluant. C'est un enjeu dont il faut saisir impérativement. Ça, je peux que confirmer. Je crois que ce qui est intéressant, et nous on le voit actuellement là dans les appels, il y a des appels à projets sur l'IA éducation dans le cadre du Grand Emprunt. Donc les gens commencent à réfléchir parce qu'ils se disent tiens, il y a de l'argent, donc on va peut-être commencer à réfléchir. Et il y a beaucoup d'institutions qui réalisent. Bon, il y a toujours eu des activités de médiation et de pédagogie dans les musées. Il y a ici d'ailleurs l'équipe du Centre Pompidou que je salue, donc ils font un travail formidable sur place, hein, sur le lieu, avec des lieux parfois spécialement adaptés, par exemple sur les ados ici au Centre Pompidou. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment on va articuler ces lieux avec des outils numériques, hein, de manière à ce que l'expérience du musée puisse se préparer, se prolonger. François a souligné l'aspect très important du l'avant, du pendant, de l'après de la visite. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la médiation humaine, hein, sur l'accompagnement. Pas forcément pour former, parce que en grande partie, les jeunes notamment connaissent absolument par cœur ces dispositifs, et ils en connaissent pas seulement la manipulation technologique, ils en connaissent les enjeux sociaux. Quand je parlais tout à l'heure du tagging, un jeune sait très bien que lorsqu'il met de la musique sur Internet ou des photos sur Flickr, il a tout intérêt à taguer un maximum, et il y en a même qui en rajoutent de manière à faire monter leur ranking sur les moteurs de recherche. C'est un grand jeu chez les ados, ça c'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Donc c'est pas tellement de chercher à leur apprendre à utiliser ces technologies, c'est plutôt d'essayer de voir comment ces technologies vont faire le lien entre leur activité en mobilité à la maison et leur activité lorsqu'ils viennent dans le lieu, dans le musée. D'où l'importance des ateliers. Moi, je crois beaucoup à l'importance toujours des ateliers pédagogiques, des ateliers de médiation, où justement la confrontation humaine va prolonger ce qui peut être fait sur ces plateformes numériques. Je voudrais juste ajouter, pour compléter ça, il y a la dernière étude d'Olivier Donnet, la pratique culturelle des Français, c'était l'année dernière, je pense qu'elle est sortie. Enfin, la conclusion, c'est que tout le monde passe de plus en plus de temps devant un écran, qui est le grand perdant, c'est la télévision. Que pour l'instant, les musées, quand j'ai vu ça, ça stagne assez, également les pratiques amateurs, mais c'est sûr qu'il y a cette prédominance de l'écran qui est là, et je pense qu'il faut occuper cette place-là aussi sur ces différents types d'écrans.